Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition de 20 heures à la une de l'actualité. Ce soir, retour sur le sommet de la CEDEAO et cet hommage poignant rendu par le président Alassane Ouattara au chef de l'État Macky Sall. Le président du Sénégal assisté à son dernier sommet de la CEDEAO. Dans un effort pour tempérer les tensions et renforcer l'unité nationale, acteurs économiques et figures de la société civile se sont réunis dans un débat, une occasion de redécouvrir et de valoriser les traditions du pays en matière de dialogue et de concertation. Notre rubrique santé nous plonge au cœur du centre de prise en charge intégré des addictions à Dakar ce soir. Découvrons comment le CEPIAT révolutionne le traitement des dépendances. Offrant bien plus qu'un suivi médical, le centre apporte un soutien psychosocial essentiel. On le verra. Et puis, la réalisatrice sénégalaise Mati Diop illumine le firmament du 7e art en remportant l'Ours d'Or au Festival international de cinéma de Berlin. Son documentaire Dahomey transcende les écrans pour offrir une immersion profonde dans une épopée historique. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris acte de la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril prochain. Lors du sommet d'Abuja, elle a demandé aux parties prenantes, notamment la classe politique, à privilégier le dialogue et la concertation. Des recommandations contenues dans le communiqué final parcouru par Pape Birame Bigué-Ndiaye. À l'issue des travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO d'Abuja, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note de la fin du mandat du président Macky Sall le 12 avril 2024 et le félicite pour les nombreuses et formidables réalisations en matière d'infrastructure et de développement économique et social qu'il a réalisées en tant que président de la République du Sénégal et pour son leadership inestimable en Afrique et dans le monde. Dans le communiqué final qui revient sur les conclusions de ce sommet, la conférence appelle toutes les parties prenantes sénégalaises à donner la priorité au dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Concernant le développement, la souveraineté et l'unité de l'Afrique, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné leur engagement en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité de l'Afrique. À retenir également que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO appelle tous les partenaires à respecter la souveraineté et l'indépendance des États africains et surtout à s'abstenir de toute ingérence susceptible de déstabiliser les États membres et de nuire à l'unité régionale. Lors d'une session à huis clos, le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage au président Macky Sall qui assistait à son dernier sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici les grandes lignes de son intervention recueillies par Pape Birame Bigué-Ndiaye. Au cours de la séance à huis clos de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO d'Abuja, on fait marquant l'hommage vibrant du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara au président Macky Sall, le chef d'État qui assiste ici à son dernier sommet de la CEDEAO. Un hommage solennel au président Macky Sall, homme d'État exceptionnel et démocrate sincère, dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l'Afrique. Tout au long de ces années, le président Ouattara souligne qu'il a côtoyé un grand bâtisseur qui a su transformer son pays et un homme d'idées qui a changé à bien des égards le regard porté sur l'Afrique. Macky, tu nous manqueras, c'est certain. Mais sache que notre œuvre commune continuera pour le bien de nos peuples. Ce sont des mots forts du président Alassane Ouattara qui, dans un élan de grande fraternité, montre une vision d'exception à celle du président de la République Macky Sall, dont le leadership a traversé les frontières. Une véritable fierté africaine. Au moment où ce sommet extraordinaire de la CEDEAO se penche sur la situation sécuritaire, humanitaire au Sahel et au-delà. Situation préoccupante, doublée d'une grave remise en cause du modèle d'unité et d'intégration économique et politique suite à la demande de retrait de la CEDEAO, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Des défis inédits qui interpellent toute la communauté. La capacité de la communauté et celle de ses institutions à consolider l'unité et les valeurs de l'espace commun reste le grand enjeu de ce sommet. C'est l'un des fils rouges du discours du président Alassane Ouattara à la séance à huis clos du sommet de la CEDEAO d'Abuja.
Le président Ouattara a également réitéré la solidarité de son pays avec les peuples frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger, victimes de la violence de groupes armés terroristes et de régimes putschistes. Par ailleurs, tous prônent le dialogue pour un retour à l'ordre constitutionnel dont ces pays frères. Le Premier ministre a reçu ce dimanche Leonardo Santos Simão, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Au centre des discussions, l'importance cruciale de la préservation de la stabilité du Sénégal. Simão appelle également à l'unité des forces politiques. Je vous propose de le suivre. Comme Nations Unies, nous accompagnons les pays, tous les pays de la région, mais particulièrement quand il y a des élections. Les élections sont un événement particulier dans la vie du pays et le Sénégal n'est pas une exception. Nous travaillons, nous accompagnons, nous faisons des contacts avec plusieurs entités qui sont impliquées dans le processus électoral. Premièrement, avec les bouts de les écouter et savoir comment ils voient les processus et les perspectives qu'ils voient pour les pays. Nous avons trois préoccupations comme les Nations Unies. La nécessité de protéger la paix, la stabilité et le respect pour la Constitution. Et avec toutes les entités que nous connaissons, nous trouvons qu'il y a ce compromis de préserver la paix et la stabilité du pays. Et nous encourageons aussi donc les forces politiques à travailler ensemble avec les différences politiques qui sont tout à fait normales, mais il y a un bien majeur que c'est le Sénégal et le peuple sénégalais. Apaisement du climat politique et social au Sénégal, le chef de l'État invite les forces vives à un dialogue inclusif pour créer les conditions d'une décrispation. Le président Macky Sall l'a dit lors de son face-à-face avec la presse nationale le jeudi dernier au Palais de la République. Nous l'écoutons. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, ce n'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est seul le dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre en tout cas à l'appel du dialogue. Travailler à apaiser le climat politique national, le sujet a fait l'objet d'un débat entre acteurs de la vie socio-économique nationale. Ce débat animé par Oumar Nying a permis de revisiter les traditions du pays en matière de dialogue et de concertation. Ousmane Garifay. ci
Ils sont triés au volet eu égard à leurs domaines respectifs de prédilection. Autour d'Oumar Nying, ils sont syndicalistes, membres du secteur privé, hommes politiques, intellectuels, lecteurs avisés de la marche sociale du pays. 3 heures de débat et d'échange d'idées pour visiter en profondeur les ressorts de la cohésion et de l'entente cordiale qui fondent, selon eux, le vivre ensemble au Sénégal. Mon référentiel, j'ai l'habitude, dans mes échanges avec les jeunes en famille, comme avec les jeunes politiques qui gravitent autour de moi, à leur proposer 2 référentiels aujourd'hui. Le premier référentiel, c'est, je le tire d'une réflexion que l'ancien ministre français, feu Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur et maire de Lyon, avait lancé à l'opinion française pendant la campagne. Il leur a dit, écoute, je vous invite à rester vigilants. Nous avons connu un vivre ensemble qui nous a beaucoup apporté. Du vivre ensemble, on est passé au vivre côte à côte. Et je remarque que de plus en plus, on est dans le vivre face à face. Et l'évolution vers le vivre, c'est entraîner notre société objectivement à la paralysie et à la ruine, surtout pour un pays pauvre comme le nôtre, voilà, qui essaie de se sortir de son développement. Ça, je pense que c'est une chose que nous devons toujours garder à l'esprit. La deuxième chose à garder à l'esprit, c'est aussi une réflexion que fait Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État, évaluant la situation actuelle du monde. Il a dit dans un article, en référence à la crise ukrainienne, j'invite les dirigeants du monde à comprendre que nous vivons, que le temps des satisfactions absolues est révolu. Nous vivons le temps des insatisfactions pondérées. Autrement dit, c'est une invite à la retenue et au sens du compromis pour le bien collectif. En tant qu'acteur religieux, la référence religieuse coranique m'invite à cette concertation. Quand le Coran nous dit dans 2 versets que concerte-toi avec les gens sur les affaires publiques. Parce qu'Al-Amr, c'est les affaires publiques. Mais il dit, après concertation, la décision te revient. Prends ta décision et aie confiance en Dieu, et recours en Dieu. Et donc, la concertation, le dialogue sont des instruments qui accompagnent l'homme, mais qui lui permettent, en tant qu'autorité, en tant que détenteur de responsabilité, qui lui permettent en fait d'agir dans l'équilibre, dans la stabilité. Nous l'avons vu même avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit, avec le pacte de Hudaybiyah, avec Nelson Mandela, dans des situations extrêmement pénibles, l'ANC et le régime de l'apartheid. Mais il arrive des moments où la responsabilité de l'autorité l'entraîne à comprendre qu'il doit prendre des décisions à contre-courant de l'opinion qui est avec elle. Il faut savoir aller à contre-courant. Et c'est pour cela que quand le président de la République invite à un dialogue pour aller ensemble vers un avenir plus ouvert et plus, disons, plus radieux, je pense que nous devons tenir compte de toute cette histoire humaine, religieuse et sociale en tant qu'histoire du Sénégal pour prolonger ce destin du Sénégal à aller vers le dialogue dans des moments de crise. Si l'espace public apaisé reste le seul terreau sur lequel doivent se bâtir les consensus politiques, il n'en demeure pas moins, selon eux, garant de la stabilité économique nationale. Et partenaires sociaux comme patronat restent formels, il y a aujourd'hui urgence à asseoir le dialogue et la concertation. Un héritage de croissance qu'on a eu. Mais cet héritage de croissance, en 2023, je vous assure, ce que dit donc la direction des prévisions et des études économiques, c'est que janvier-février, on a eu 1% donc, de croissance. Mars-avril, ça a baissé de 7% et quelques. Et mai-juin, ça a baissé de 5%. Tout cela dû aux événements qu'on a eu. On a fait la corrélation. D'abord, c'était entre Mambéignan et Sonko, après Adji Sarr, et surtout les éléments de juin, qui étaient très agressifs, on les a vus. Et ça, on peut se projeter après sur les emplois, parce qu'il y a eu des chômages techniques, etc. Donc, pour dire que l'entreprise
a été ce qui est passé. Chiffres donc collectés, officiels de la direction des prévisions et des études économiques, a montré, nous on les a vus, c'est des choses qu'on a vues. On a vu des stations de services saccagées qui appartiennent à des Sénégalais. Parce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on saccage une station de service, mais vous ne saccagez pas Total. Vous saccagez le Sénégalais là qui a donné des garanties et qui a acheté en stock. Quand vous saccagez une banque, je vous l'assure, ici, les banques, dans l'UEMOA, les fonds propres de ceux à qui appartiennent les banques, c'est 3 200 milliards. Alors que les dépôts, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, c'est 42 000 milliards. Et ça c'est notre argent. Donc les tensions naissent. Mais c'est les bonnes volontés qui arrivent qui règlent ces tensions, qui transcendent donc les difficultés et qui arrivent à de nouvelles propositions qui permettent de réguler donc les relations professionnelles. Donc je pense que si je rappelle cela, c'est pour dire simplement que les difficultés que nous vivons, nous allons, et je crois que le génie créateur du Sénégal va transcender ces difficultés. Et que nous allons sortir vers des propositions qui vont encore renforcer notre démocratie et renforcer également notre pays. Parce que c'est des crises quand même naissent des solutions qui vont permettre de consolider donc notre démocratie. Durant 3 heures, les acteurs ont rappelé l'impératif d'aller vers la décrispation qui sous-tend la pacification de l'espace public, non sans rappeler la tradition de dialogue et de concertation qui jalonne l'histoire politique du pays et qui, par-delà la gravité des époques, ont toujours ramené les protagonistes à l'évidence nationale qui reste le pays. Et ce dialogue qui s'ouvre demain lundi n'échappera certainement pas à cette logique historique. Voilà pour les temps forts de ce débat que vous pourrez suivre en rediffusion juste après le journal de 20h. Les acteurs politiques doivent mettre en avant l'intérêt du pays. La présidente du Haut Conseil du dialogue social lance un appel dans ce sens. Innocence Tapniaï était l'invité de l'émission Point de vue. On l'écoute. Ceux dont les candidats, les dossiers ont été validés et proclamés candidats à l'élection présidentielle, nous les comprenons, nous comprenons leur posture. Oui. Seulement, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice suffisamment grand pour aider son pays. Parce qu'ils ont l'ambition de diriger le Sénégal. Ils doivent mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Il ne sert à rien d'aller vers une crise où nous allons nous retrouver dans une situation de vacances du pouvoir. Le discours du chef de l'État, que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, a eu l'avantage de nous dire, le 2 avril, ma relation avec l'État du Sénégal est finie, en tant que chef de l'État. La question, qu'est-ce qui va se passer? Faudrait-il organiser les élections avant cette date butoir ou, parce qu'il faut également voir le où, si ces élections étaient organisées après, quelle sera la situation de la présidence de la République? C'est comme ça que je peux le dire pour l'instant. Nous pensons que dans un cadre, bien sûr, organisé, un dialogue, vous parlez tantôt de la confiance, où chacun dira son mot et que les conclusions seront exécutées conformément à ce qui va être arrêté, je pense que nous pouvons sortir de cette situation. Le Sénégal franchit une étape décisive dans le renforcement de son secteur laitier avec l'arrivée de 1300 génisses gestantes, symbole d'un avenir prometteur pour la production laitière nationale, grâce à un appui substantiel de l'État qui subventionne 50% de l'acquisition. Cette initiative marque une avancée majeure vers l'autosuffisance. La cérémonie de réception a été présidée par le Premier ministre, nous dit Aram Dao. C'est dans l'enceinte d'une ferme à la taille impressionnante que la communauté des éleveurs accueille le Premier ministre. Les cultures et les sujets élevés dans cette vaste superficie de 30 hectares sont tout aussi admirables. Nous sommes à Niague-Wolof. On a affaire à des ruminants. Plus on couvre leurs besoins avec des fourrages, et mieux ces vaches seront en bonne santé. Ce sont des animaux qui sont de haute valeur génétique. Et ils ont un potentiel de production assez élevé. D'où l'importance dans les exploitations de disposer de ces fourrages et de fourrages de très bonne qualité.
La ferme agro-pastorale du lac héberge déjà des génisses gestantes à fort potentiel laitier. Cette visite du Premier ministre officialise la réception de 1300 nouveaux sujets. La ferme témoigne de leurs aptitudes et les expositions du jour portent les fruits d'une politique d'intensification. Nous faisons du lait caillé, du lait pasteurisé, nous faisons du beurre, nous faisons des fromages. Je suis spécialiste sur un des fromages typiques qu'on appelle le Gouda. Le terme Gouda est générique, mais le Gouda de Hollande est protégé. Mais nous avons aussi le Gouda de Kermomarsar. C'est la 5e opération d'acquisition de génisses que l'État soutient. L'ANIPEL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, est toute reconnaissante. On a un total de 6500 génisses. Mais si on compte également les naissances, on peut dire que nous ne sommes pas loin de 20 000 têtes. Les opérations d'importation menées depuis 2017 se traduisent aujourd'hui par une baisse conséquente de la facture laitière. Entre 2012 et 2021, les importations ont baissé, passant de 70 milliards à quelques 37 milliards, alors que la contribution du système intensif à la production nationale de lait a connu une baisse passant de 24% à 49%, ce qui est très important. Ce secteur qui offre des perspectives de croissance, qui crée des emplois et stimule les investissements mérite pour le Premier ministre toute l'attention de l'État. Cette année, l'enveloppe allouée par le président Macky Sall pour soutenir l'acquisition des 2500 génisses a été augmentée de 1,3 milliard à 2,5 milliards de francs CFA. Tandis que le taux de subvention reste maintenu à 50%. Ce premier lot de 1300 génisses sera bientôt complété par un autre de 1200 bêtes. Au-delà de l'aspect économique, cette initiative revêt également une importante dimension sociale en offrant des opportunités d'emploi et de revenus aux jeunes et aux femmes. Nous œuvrons pour une société plus équitable et plus inclusive. Le Sénégal reste attaché à ses ambitions d'autosuffisance laitière. Le chef du gouvernement assure que l'État va continuer de soutenir et de valoriser l'activité agro-pastorale. La communauté mouride célèbre ce dimanche le Magal de Darou Mourti. L'événement commémore la retrouvaille entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère cadet Mame Thierno Ibrahim Fati après plus de 7 ans d'exil. La rédaction vous propose à cette occasion le portrait de Mame Thierno Ibrahim Fati, dit Borom Darou, bras droit du Cheikh. Il a assuré l'intérim à la tête de la confrérie durant l'exil de Serigne Touba. Portrait dressé par El Hadj Thierno Dramé. Mame Thierno Birahim Mbacké était le petit frère de Serigne Touba. Il était son bras droit, son homme de confiance, celui sur qui Cheikh Ahmadou Bamba a pu compter pour réussir son œuvre. À sa naissance, Serigne Touba l'a pris sous son aile. C'est comme s'il attendait son arrivée. Serigne Touba étudiait le Coran à la naissance de son jeune frère. C'est son père Mame Anta Sali qui lui dit qu'il serait son véritable bras droit. Voilà pourquoi il l'a couvé. Borom Darou, fils de Mame Fati Issa Diop, est né à Porohan en 1865 pour certains, 1866 pour d'autres. Érudit de l'islam, il a débuté l'apprentissage du Coran chez Serigne Niang, mais c'est son illustre frère aîné qui lui a tout appris. Serigne Touba lui a enseigné le Saint-Coran. Après un bref passage chez Serigne Niang, il est retourné chez Serigne Touba qui lui enseigna le Coran et toutes ses composantes. Décrit comme un homme généreux, humble, droit et rigoureux, il a dédié toute sa vie à Serigne Touba. Il l'a suivi partout. Il a tout fait pour lui. Il aimait Serigne Touba qui lui rendait bien également.
Serigne Touba a même fait un témoignage poignant sur le lien entre eux. Il lui faisait énormément confiance et lui confiait presque tout, y compris sa famille, lorsqu'il était en exil. L'une des grandes missions que lui confia le cheikh était de s'installer à Darou Mouhty, ce qu'il fit en 1912 malgré de nombreuses difficultés. Il y avait une épidémie de peste. Il est parti pour revenir à 3 reprises. Un de ses proches lui avait dit que peut-être qu'Allah n'a pas décidé que c'est ici qu'il devrait s'installer. Il lui répondit en disant que le ndigal qu'il a amené à Darou Mouhty n'est pas encore levé. Il resterait donc au péril de sa vie. Aujourd'hui, Darou Mouhty est une grande cité religieuse avec de nombreuses mosquées, daras et infrastructures grâce à Mame Thierno Birahim Mbacké sur ndigal de Serigne Touba. Les habits liturgiques portés par les prêtres catholiques ne sont pas qu'une question d'esthétique. Chaque couleur est un langage vibrant, une expression de la tradition et de la spiritualité de l'Église. Codifiée par le pape Paul VI en 1969 dans le rite romain, c'est cette couleur liturgique incluant 3 alternatives aux nuances canoniques porte en elle des significations profondes. C'est le sujet de la rubrique Carême et c'est avec Philomène Constance Diagne-Boy. Un vendredi de carême à Kounoune, un des nouveaux quartiers de Dakar. Il est 18h25, l'heure pour le duo Abbé Paul et Abbé Valérie de porter leurs vêtements liturgiques pour la célébration du chemin de la croix. Pour ce faire, ils se doivent de suivre les indications de l'Église. Une année liturgique est différente d'une année civile ou d'une année scolaire, par exemple. L'année liturgique est divisée en plusieurs temps. Et chaque temps est marqué par une couleur liturgique qui lui est particulière. Mais nous verrons aussi que dans l'Église catholique, il y a des moments particuliers qui sont marqués par des couleurs liturgiques particulières. Les couleurs des habits liturgiques tels que la chape, la chasuble, la dalmatique et l'étole renvoient toujours à une période bien déterminée. Les codifiés sont au nombre de 4. Le violet est la couleur de l'espérance. Cette couleur-là est utilisée pendant l'Avent et pendant le temps du carême. Mais comme je dis, c'est une couleur d'espérance. C'est cette couleur que nous utilisons aussi pour marquer le deuil. Par exemple, lorsqu'il y a une célébration de funérailles, on utilise le violet pour symboliser l'espérance et pour symboliser cette attente de la résurrection en laquelle nous croyons après la mort. Le vert qui est la couleur du temps ordinaire. Le vert qui symbolise quand même la vie quotidienne. Ce que nous vivons de manière ordinaire. Donc c'est pendant ce temps que nous utilisons le vert. C'est la couleur ordinaire de l'Église. Le rouge qui est la couleur des martyrs. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la fête des martyrs. Ces personnes qui ont versé leur sang au nom de leur foi. C'est aussi la couleur qu'on utilise par exemple avec les fêtes de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte par exemple. Le rouge est la couleur qui représente le sang du Christ, mais aussi le sang des martyrs. C'est la couleur aussi qui représente le feu, mais le feu de l'Esprit Saint. Le blanc ou le doré constituent les couleurs de fête, les couleurs de solennité. Lorsque nous célébrons par exemple le jour de Pâques, c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons Noël, c'est ce que nous allons porter. Quand nous célébrons une autre solennité dans l'année ou bien une fête, c'est la couleur que nous utilisons. Donc on connaît aussi le symbole du blanc qui est, n'est-ce pas, le symbole de la pureté, n'est-ce pas, de la solennité, et aussi le doré qui est le symbole royal. Il existe d'autres couleurs non codifiées, pourtant utilisées par l'Église catholique. Il s'agit du bleu clair, du rose symbole de joie et de solennité. Une couleur très peu utilisée, c'est le rose. Beaucoup ne connaissent pas la couleur du rose. Pourtant, elle est bien utilisée dans l'Église catholique, notamment en 2 grands événements, c'est-à-dire pendant le carême. Le dimanche Leïtaré
qui est on dimanche à l'approche, n'est-ce pas, en mi-carême, pour marquer quand même l'approche de la solennité des fêtes de Pâques. Nous sommes en mi-parcours et que voilà, nous vivons déjà pleinement, autant pour moi, l'espérance, n'est-ce pas? Et nous utilisons le rose. Il est utilisé aussi pendant le temps de Noël. Donc, au dimanche qu'on appelle le 3e dimanche de l'Avent, qu'on appelle le dimanche Gaudete, le dimanche de la réjouissance. L'Eitare, tout comme Gaudete, du reste d'ailleurs, signifie nous sommes déjà dans la joie. Mais la joie de quoi? La joie d'accueillir celui qui arrive ou la joie de célébrer déjà la résurrection du Christ. Dans toutes les églises catholiques du monde, les couleurs liturgiques sont identiques. Le duo des célébrants de la paroisse Saint-Angèle de Kounoune n'ont pas failli à la règle. Ils espèrent pouvoir porter d'ici quelques mois la couleur blanche ou dorée pour célébrer la fin des travaux de leur église en pleine construction. Et découvrons ce soir le message intemporel de l'Évangile selon Matthieu, la voix qui a bravé les siècles pour nous narrer la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Apôtre et publicain, Matthieu se distingue par ses écrits profonds destinés initialement aux fidèles juifs au milieu du 1er siècle. À travers ses 28 chapitres, il établit un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, suivant les explications d'abbé Georges Diouf, vicaire épiscopal chargé de la formation. Le mot évangile, étymologiquement, vient du grec angelion, qui se traduit par bon message, bonne nouvelle. Dans le christianisme, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En tant que bonne nouvelle, le Christ doit être annoncé et proclamé. Le premier évangéliste, c'est Matthieu. Il l'a fait dans la langue de son temps, qui était l'araméen, à l'époque où Pierre et Paul prêchaient à Rome pour fonder une église. Mais c'est en grec que le texte qui nous est parvenu a été écrit. L'évangéliste Matthieu nous a composé donc son texte en 28 chapitres, destiné aux Juifs convertis au christianisme. Et cet évangile fut écrit vers l'an 50. Je parle de l'évangile araméen. Le contenu ou le message que Matthieu voudrait donner à son texte cherche à convaincre les Juifs, très attachés encore à la loi de Moïse, que c'est en Jésus-Christ, le Messie, que s'accomplissent toutes les promesses faites aux anciens. Pour ce faire, Matthieu cite beaucoup les textes de l'Ancien Testament. Par exemple, nous trouverons souvent sous sa plume cette expression « afin que soit accompli ce qui a été dit par le Seigneur, par la bouche de son prophète ». En résumé, tout ce qui est annoncé dans les Écritures s'accomplit en Jésus-Christ. Dans une initiative pionnière de l'État du Sénégal, l'introduction de 5 langues locales dans le curriculum de Tambacounda illumine le chemin de l'apprentissage. Cette stratégie déployée dès la maternelle et tout au long du cycle primaire ouvre de nouveaux horizons pour les apprenants et les enseignants. C'est un reportage de Tchorodia. Binta sait déjà lire en Wolof. Pourtant, elle n'est qu'en classe de CI. Nous sommes à l'école élémentaire Adja Aïdambaye de Tambacounda. Madame Ba déroule son cours en Wolof. L'activité de langage est dynamique. La classe est plus réceptive. Un des avantages de l'introduction des langues nationales dans les enseignements, apprentissage. Bon, on pourra dire que c'est venu à son heure. Parce que bon, les langues là, c'est quelque chose de très important. Vu qu'au Sénégal, la langue nationale, c'est le Wolof. Lorsqu'on introduit ces langues-là dans certaines écoles, pour certaines écoles, ce n'est pas le Wolof, c'est le Pulaar, c'est le Soninké, etc. Mais on trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative.
Ça, ce sont les consonnes en Wolof. Et ça, ce sont les voyelles en Wolof. Ici, on peut dire que c'est une acquisition globale de mots. Comme en français, on avait l'habitude de faire bonjour, bonsoir, je m'appelle, etc. Mais en Wolof aussi, il a son propre appellation. Par exemple, Djamanga Fanan en Wolof, c'est Djamanga Fanan en Wolof. En français, c'est bonjour. Voilà, il faut allier les deux. Faire savoir à l'enfant que bonjour en Wolof, c'est Djamanga Fanan. Voilà. Bonsoir, c'est Djamanga Yendo. Djeredjef, ça veut dire merci. Suite à la phase pilote, l'enseignement des langues locales est généralisé dans toutes les classes de CI, des grandes sections des écoles maternelles et dans les cases, des tout petits. D'ailleurs, même nous remarquons que par exemple au CI, surtout les élèves qui ont commencé depuis l'année passée avec le relis, ben, ils se débrouillent plus en mathématiques maintenant qu'auparavant. Vraiment, on sent que le maître est à l'aise parce que chaque fois qu'il y avait blocage en français, maintenant il peut intervenir en langue nationale et là les enfants comprennent mieux. Parce qu'on sait que quand l'enfant apprend dans sa langue, il lit plus facilement. Et quand il lit aussi, il comprend parce qu'il a déjà les b.a.-ba de la langue. Après l'école Adja Aïda Mbaye, cap sur l'école élémentaire Bounama Diallo. Ici, les apprenants sont en pleine activité de production d'écrits. Il n'y avait pas de matériel. Bon, on nous donnait quand même, mais il n'y avait pas de matériel. Mais quand même, avec le relis, bon, le matériel, il y a du matériel, mais aussi quand même, je dis que le tracé est clair, quoi. Bon, nous savons là où nous allons. Et vraiment, moi, j'ai espoir, quoi. Parce que quand même, avec le relis, bon, tout ce que nous faisons en Wolof, on le fait en français. Bon, les élèves, bon, ils ont d'abord une première compréhension de la chose que nous allons faire en français, parce que nous avons déjà fait dans leur langue. Donc déjà, quand même, ça facilite un peu l'enseignement-apprentissage, en quelque sorte. Après 5 mois d'apprentissage, l'heure est à l'évaluation. Le point focal du programme RELI est en mission d'inspection dans les 12 établissements scolaires de la commune. De capitaliser ce qu'ils ont acquis en L1 pour mieux lire la L2 qui est la langue française. Donc le RELI est un instrument d'opérationnalisation de ce qu'on appelle le MOREPS, le modèle harmonisé de l'éducation de l'enseignement bilingue au Sénégal. Parce que le Sénégal a opté pour un basculement vers l'éducation bilingue, à savoir, à chaque fois associé à la langue française, une autre langue locale, langue nationale codifiée, telle que Pulaar français, ou Wolof français, ou Mandinka français, en tout cas les 6 langues codifiées. Après les évidences internationales qui ont montré que vraiment pour avoir de la performance au niveau des activités d'enseignement et apprentissage, il était constaté qu'il faut s'appuyer sur les langues nationales pour aller booster donc, les performances. Donc depuis pratiquement une trentaine d'années, beaucoup d'activités tournaient autour donc, des bilinguismes, mais avec le programme d'abord LPT, ensuite aujourd'hui RELI, on est vraiment à la croisée des chemins et maintenant c'est devenu irréversible. Donc les langues nationales aident à mieux aborder les enseignements apprentissages. Bien sûr, et tous les domaines. C'est d'abord à l'élémentaire, on a commencé par la langue et communication, mais ensuite on va passer au domaine mathématique et découverte du monde. C'est de façon vraiment holistique. À l'école Plateau 3, Djariya Touba dispense son cours en langue pulaar. La pédagogue prône le modèle amélioré de l'enseignement bilingue au Sénégal. D'accord. En classe, surtout en cours, quand vous enseignez avec la langue maternelle, ça passe plus facilement. Surtout avec les langages, la lecture, ils comprennent ce que dit le texte. Bien vrai qu'il y en a certains qui ne comprennent pas la langue, le pulaar. C'est obligé de tâtonner quelque part, chercher ailleurs à expliquer les structures et autres. Surtout quand on répète, quand on fait le dialogue, l'élève doit savoir qu'est-ce que je dois répéter, quel est le sens de ce que je fais. Là, comme je suis dans un pays, il y a les vendeuses, c'est la langue que je ne comprends pas, c'est la langue locale que je ne comprends pas, mais je comprends le sérère, le wolof et le pulaar.
Donc, j'essaie de trier les sœurs et les Wolof pour là, ça, je gère. S'il y a une autre langue que je ne comprends pas, je sors, je demande. Mais quand même, dans l'ensemble, je peux dire que c'est plus facile, beaucoup plus facile de travailler avec la langue locale que la langue française. Dans le département de Tambacounda, toutes les classes d'initiation ont démarré l'apprentissage d'une des 5 langues locales, Wolof, Pulaar, Soninké, Mandinka ou Serer. Ces cours dispensés en langue locale permettent aux élèves de bien saisir et de capitaliser les enseignements apprentissages en lecture et en production d'écrits. Et puis sachez que le dialogue national s'ouvre demain lundi à 16h au CICAD sous l'égide du chef de l'État. Il sera retransmis en direct sur la RTS et sur toutes les plateformes digitales. Prise d'antenne donc dès 15h. La rubrique santé nous plonge ce soir au cœur d'une initiative qui change la donne dans le traitement des dépendances en Afrique de l'Ouest, le centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar. Depuis 2014, le CEPIAT offre non seulement un suivi médical, mais aussi un soutien psychosocial vital aux individus luttant contre l'addiction. Grâce à son programme pionnier à base de méthadone, de nombreux patients retrouvent le chemin de la guérison. C'est un sujet signé Fanta Badji. Ils viennent tous les matins prendre leur médicament, la méthadone. Le produit soulage le toxicomane de sa dépendance. On a la méthadone sous forme de sirop qui est dosée à 10 mg par millilitre. Et depuis le démarrage du programme, on a inclus 300 patients au programme méthadone. C'est 316 patients. Et parmi ces 316 patients, on a eu des cas d'arrêt. On a eu des sevrés. C'est un médicament qui est pharmacologiquement préparé. C'est un médicament qui n'est pas vendu dans la rue. Même ici au Sénégal actuellement, vous ne pouvez pas disposer de la méthadone en officine, dans les pharmacies qui sont. Elle est disponible que ici, au niveau de l'hôpital FAN, parce que c'est l'hôpital FAN qui a l'autorisation temporaire d'utilisation. N'est-ce pas? Et c'est un médicament aussi qu'on prend une seule fois par jour, ce qui fait que la personne peut disposer de son temps libre pour aller faire autre chose. C'est ça qui fait qu'on a eu au départ des patients qui étaient vraiment en rupture, tant sur le plan social, mais aussi sur le plan professionnel. Et ces personnes, dès qu'on les a mises sous méthadone, elles ont pu reprendre en main leur vie. Donc pour certains, elles ont pu retourner en famille, se marier, retrouver du travail. N'est-ce pas? Beaucoup d'avantages vraiment qu'on peut observer après leur mise sous méthadone. Plus de 250 patients sont inscrits au programme méthadone au niveau du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, CEPIAD. Matar fait partie des bénéficiaires. Je dépensais entre 5 000 et 20 000 francs par jour en stupéfiants. Mais depuis que je suis sous méthadone, je ne supporte plus la drogue. C'est un vrai miracle. C'est un miracle. L'équipe de médecins généralistes, de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux accompagne les patients pour leur offrir une nouvelle vie. Minatou a repris sa vie en main grâce au CEPIAD. Aujourd'hui, elle est bénévole dans ce centre. Je suis devenue stable, vraiment très stable. J'ai un travail, j'ai un mari, vraiment. Je gère mon ménage comme il faut. Vraiment, machallah. Je suis partie un peu partout pour sensibiliser mes pères. Là où vous me voyez là, il y a beaucoup de mes pères qui sont bénéficiés ici du programme méthadone. Et c'est moi qui les ai amenés. C'est parti dans le terrain, les recruter, les amener pour qu'ils se soignent. Différents acteurs interviennent au CEPIAD et abattent un travail remarquable dans la sensibilisation et l'accompagnement des consommateurs de drogue. Nous avons cartographié l'ensemble des scènes de drogue de Dakar et sur la base d'un planning, nous allons dans ces scènes de drogue à la rencontre des usagers pour mener des interventions de réduction des risques. C'est juste leur permettre de renforcer leur estime de soi pour leur permettre de reprendre véritablement leur place dans la société. Et
le constat, il est là. Des personnes qui, dans un passé récent, étaient véritablement dans la rue, quand ils ont été inclus dans les protocoles de soins, quand ils ont bénéficié des accompagnements, quand ils ont participé à ces cours, etc., ont senti la nécessité pour certains de renouer le dialogue avec leur famille. Donc certains sont retournés dans leur famille. Bon, d'autres ont repris du travail et beaucoup d'entre eux également sont remariés. Le CEPIAD est aussi un cadre de formation et de réinsertion sociale. Ce volet fait partie de la thérapie destinée aux usagers de stupéfiants sous traitement. Dans le cadre de leur accompagnement, on les amène progressivement à se réhabiliter en leur proposant des activités occupationnelles. C'est pourquoi, vous le verrez tout à l'heure, on a des activités de sport, on a des activités de micro-jardinage, des activités de batik, de couture, d'aviculture. Et parfois aussi, il y a des activités ponctuelles qu'on organise, notamment des formations de transformation de produits, de transformation, de fabrication de savon, n'est-ce pas, de transformation aussi de fruits. Donc, lesquelles activités, d'abord, initialement, c'est pour les occuper, mais aussi secondairement aussi, ils peuvent aller jusqu'à être formés, bien formés, pour en faire un métier. Ce centre a pris en charge plus de 4000 usagers de stupéfiants de toute nature. L'équipe médicale et psychosociale qui la compose a positivement changé la vie de beaucoup d'usagers de drogue. Voilà pour ce grand format santé réalisé par Fanta Badji. L'étoile sénégalaise du cinéma Mati Diop illumine le firmament du 7e art en remportant l'Ours d'Or au Festival international de cinéma de Berlin. Avec son documentaire Dahomey, elle célèbre une page historique à travers son œuvre, une victoire qui résonne comme un hommage vibrant à l'art et à l'histoire. Mesdames et messieurs, c'est le moment de vérité. L'Ours d'Or du meilleur film est décerné à Dahomey, un film de Mati Diop, produit par elle-même et Ève Robin. Dahomey, au sommet du cinéma, à la 74e Berlinale, un film documentaire qui aborde la brûlante question de la restitution par les anciennes puissances coloniales d'œuvres d'art appartenant aux pays africains, avec le retour au Bénin, ancien royaume de Dahomey, de statues et trésors pillés en 1892. Nous sommes de ceux qui refusent d'oublier. Nous sommes de ceux qui refusent d'accepter l'amnésie comme méthode. Une belle consécration pour la franco-sénégalaise Mati Diop, qui avait remporté en 2019 le Grand Prix à Cannes pour son film Atlantique. Le Sénégal devient le deuxième pays africain à remporter l'Ours d'Or après l'Afrique du Sud en 2005. Et en sport, clôture de la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lala Merriam. L'Argentin Ricardo González chez les hommes et l'Anglaise Brotillo chez les dames ont été sacrés. Une belle journée de golf pour les vainqueurs qui ont étalé toute leur classe pour s'adjuger ces deux trophées. Reportage de nos envoyés spéciaux Papa Laïfaï et Abdoulaziz Ban. Cette dernière journée pour le sacre a été âprement disputée au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. Pour la Coupe Lala Merriam destinée aux dames et disputée sur le parcours bleu, c'est l'Anglaise Brontillau qui a été sacrée devant Pauline Bouchard de la France et Fatima Fernandez-Cano de l'Espagne. Yeah, very happy to come back and win. Here it was tour school the last time. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce trophée et contente d'être ici au Maroc. Je suis restée concentrée pendant toute la journée. J'avais le même état d'esprit lors de la première journée. C'est vrai que les autres ont été impressionnantes au début de la compétition, mais j'ai essayé de rester concentré sur ce que j'avais à faire. Donc, ce qui m'a permis aujourd'hui de gagner ce trophée et je suis très contente. Kind of, getting that course record and, on such a prestigious golf course. So, yeah. Du côté marocain, Inès Laclaïch a terminé au 7e rang, un résultat qui fait plaisir tout de même à la joueuse dont l'objectif était de remporter le trophée à domicile. Et j'avais envie très fort. Parce que je sentais que c'était possible. J'étais sur une bonne semaine avec un bon momentum, surtout après la première journée. Donc peut-être déçu que les putts ne soient pas tombés au bon moment.
mais avec plus de recul, quand même très satisfaite de la semaine. Chez les hommes, c'est l'Argentin Ricardo González qui a remporté le tournoi Hassan II après avoir réalisé un total de 209 coups, soit 10 sous le par. Les suivis du Norvégien Thomas Bjorn et de l'Australien Mark Ensby. J'ai été sacré champion, mais ça n'a pas été une chose facile. J'ai dû longuement travailler et durement aussi pour parvenir à ce résultat. Donc, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance de terminer en tête de ce tournoi. La cérémonie de clôture de la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lalla Meriem a été marquée par les présences de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, par ailleurs président de la Fédération Royale Marocaine de Golf, et de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem. Une compétition qui a tenu toutes ses promesses au grand bonheur des férus du golf qui ont massivement fait le déplacement au Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. Une fois n'est pas coutume, votre magazine Dimanche Soir reçoit ce soir une élève de terminale, Mamdia Boussongom, 14 ans. Elle vient de publier son premier roman, Savannah, la princesse de la savane, un ouvrage sous forme de fiction inspiré de dessins animés. En toute sincérité, j'ai toujours aimé écrire depuis ma tendre enfance. Vous savez, quand j'étais enfant, il m'arrivait souvent, étant donné que je passais mon temps à toujours écouter, lire ou regarder des histoires, ça m'a donné envie de moi-même en écrire. C'est pour cette raison que des fois, il m'arrivait de faire des dessins et d'imaginer une petite histoire dessus. C'était un petit passe-temps d'enfant, mais après, à l'âge de mes 14 ans, j'ai commencé à écrire de véritables romans. Et cette passion, on peut dire qu'elle a existé depuis qu'on m'a mis devant mon premier dessin animé. Sincèrement, même ma mère, l'imagination que j'ai, l'étonne. Elle-même ne comprend pas d'où ça vient. J'ai remarqué que quand nous lisons les ouvrages africains, ils ont tendance à beaucoup trop... Bon, je ne dis pas que c'est mal, mais on se focalise beaucoup trop sur la culture. Et parfois pas trop sur l'imagination en tant que telle. Alors que moi, dans mes romans, je prône plus pour l'imagination. Parce que je me dis que nous avons une imagination sans limite. Nous, les auteurs, nous avons beaucoup d'imagination. Seulement, parfois, nous avons tendance à la centrer quelque part. Moi, mon imagination... Et à la restreindre, on a peur. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de transmettre. Pas du tout. Absolument. Quand il s'agit d'exprimer, quand il s'agit de montrer toute mon imagination, croyez-moi, je peux écrire plein de choses. J'ai même dit à beaucoup de mes proches, je compte écrire jusqu'à mon dernier souffle. Inch'Allah. L'inspiration, je dirais que ça me vient naturellement. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, je peux être dans un environnement, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Être dans ma chambre, ou bien être à l'école, dans la rue, en train de marcher. Je suis là complètement zen, sans aucune arrière-pensée, quand soudainement une idée d'histoire me vient complètement en tête. Certes, ce n'est qu'un petit scénario, mais au fur et à mesure que j'écris ce scénario, d'autres scénarios aussi s'ajoutent. Et nécrologie dans ce journal avec le rappel à Dieu du secrétaire général du ministère de la Famille, le magistrat Mamgor Diouf, est décédé cette nuit à Dakar. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille ainsi qu'à ses collaborateurs du ministère de la Famille et prie pour le repos de son âme. Mamgor Diouf a été inhumé ce dimanche à Kersambakan, arrondissement de Baba Garage, département de Bombay. Et pour finir, je vous rappelle que le dialogue national s'ouvre demain, lundi à 16h au CICAD, sous l'égide du chef de l'État, Macky Sall. Il sera retransmis en direct sur la RTS et sur toutes ces plateformes digitales prises d'antenne, donc dès 15h. Et c'est ainsi que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée.